présentation, j'ai à présent le plaisir de souhaiter la bienvenue à Son Excellence, M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Excellence, vous avez la parole. Chairperson, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous sommes réunis à l'occasion de la COP 27 en Afrique, continent qui est confronté aux effets de plus en plus néfastes du changement climatique. Pour notre continent et pour le monde, nous devons lever de façon drastique nos ambitions mondiales en termes d'atténuation afin de limiter la température mondiale à 1,5 degré Celsius. À l'instar d'autres régions vulnérables, l'Afrique doit construire sa capacité en matière d'adaptation, promouvoir sa résilience, tout en mettant l'accent sur les pertes et préjudices tels que nous en étions convenus lors de la COP 21 à Paris. Monsieur le Président, pour y arriver, notre continent devra compter sur des sources de financement et un soutien technologique prévisible, approprié et à l'échelle. Ces soutiens devront accompagner notre droit au développement, l'équité au plan international, ainsi que des transitions justes et inclusives. C'est une grande responsabilité que doivent donc endosser les pays développés pour tenir leurs engagements envers les pays qui éprouvent les plus grands besoins et qui subissent de plein fouet les conséquences environnementales, sociales et économiques du changement climatique. Les engagements pris doivent être tenus. Ne pas tenir ces engagements, c'est effriter la confiance que nous plaçons tous dans ce processus. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un autre défi au niveau des institutions de financement. Il est important que ces institutions réforment le financement des projets pour permettre aux pays dans le besoin de se développer malgré le changement climatique. Les banques multilatérales de développement et les institutions de financement de façon générale doivent être réformées. La majorité de la population mondiale n'a malheureusement pas aujourd'hui accès au financement du fait de politiques d'octroi de crédit qui ne tiennent pas compte des risques, qui restent onéreux et qui dépendent de nombreuses conditions. Nous avons besoin d'une feuille de route claire pour mettre en œuvre les décisions prises à Glasgow et redoubler le financement en matière d'adaptation à l'horizon 2025. Nous devons mettre l'accent sur la santé, le bien-être, la sécurité hydrique et alimentaire des populations les plus vulnérables au monde. Au plan national, l'Afrique du Sud reste déterminée à mettre en œuvre des projets ambitieux en matière d'adaptation dans le cadre de ses contributions déterminées au plan national. Notre boussole, c'est un cadre de transition juste ainsi qu'un plan d'investissement
qui tiennent compte de l'ampleur et de la nature des investissements nécessaires à atteindre nos objectifs en matière de décarbonation dans les 5 prochaines années. D'ores et déjà, nous avons redoublé nos investissements dans les énergies renouvelables et nous sommes sur la bonne voie pour la fermeture de centrales thermique au charbon à l'horizon 2030. Lors de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow l'année dernière, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne ont concrétisé leur soutien à l'Afrique du Sud à travers un partenariat en matière de transition énergétique juste. Je formule le vœu que ce partenariat permettra aux pays développés de construire des approches de financement novateurs envers les pays développés pour la réalisation d'objectifs ambitieux mais impérieux en matière d'atténuation et d'adaptation. L'Afrique du Sud est persuadée que ce sera le cas. Et comme nous l'avons déjà indiqué, l'Afrique du Sud a besoin de soutien financier de l'ordre de 90 000 milliards de dollars. Il est important de classer ces fonds de façon adéquate en différentes catégories afin d'accorder des subventions, des prêts à taux favorables par les institutions de financement. Permettez-moi de remercier très sincèrement la présidence égyptienne et de réitérer toute notre confiance de ce que cette COP27 sera couronnée de succès. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. Je vous remercie, Excellence, pour votre déclaration. J'ai à présent le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de la COP27, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. J'aimerais d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant qui nous a conduits en bonne santé ici à Sharm el-Sheikh pour prendre part à la 27e conférence des partis COP27. Au nom du gouvernement du Burundi et du peuple burundais et en mon nom propre, j'aimerais remercier le gouvernement, j'aimerais remercier le président de la République arabe d'Égypte, mon frère Abdel Fattah al-Sisi, le gouvernement et le peuple égyptien, plus particulièrement la population de cette belle ville de Sharm el-Sheikh pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que toute ma délégation. Excellences, Mesdames, Messieurs, le financement pour la mise en œuvre de la contribution déterminée nationale au Burundi sont largement insuffisants pour financer les changements souhaités. Ils sont morcelés et déployés en silos par une multitude d'agences internationales sans réel effet sur le long terme pour les communautés et la résilience du Burundi face au changement climatique. Ce qui compte aujourd'hui pour le Burundi, c'est de relever le défi de rétablir son niveau de couvert forestier et lutter contre la dégradation permanente de ces forêts, tout en répondant aux besoins de sécurité alimentaire et aux aspirations légitimes de son développement agricole et industriel. Pour cela, il faut produire davantage
de nourriture et de bois sur les terres existantes afin de réduire la demande de nouvelles terres qui ne sont tout simplement pas disponibles. Le Burundi souhaite donc stimuler l'investissement des solutions à grande échelle en investissant dans les modèles qui ont été testés et qui sont prêts à être produits pour avoir un véritable impact transformationnel. Ce n'est plus le moment de financer des projets pilotés, des projets pilotes, mais d'accélérer immédiatement le déploiement à grande échelle. C'est le cas de la région, le bassin de sud de lac Kivu et du lac Tanganyika. Il y a d'énormes dividendes de développement à s'engager dans une production et une transformation des produits de base plus intensifs et absorbants de la main-d'œuvre. Bien entendu, cet objectif est d'autant plus important aujourd'hui compte tenu de l'intérêt croissant pour le lien entre stabilité, sécurité alimentaire, changement climatique et biodiversité suscités par les événements climatiques extrêmes, la guerre en Ukraine et les besoins croissants des marchés internationaux pour des produits certifiés sans déforestation. Parmi les solutions mises en avant sont les émissions d'obligations souveraines pour financer des portefeuilles de projets remplissant des critères prédéfinis au travers de prêts à long terme à faible taux d'intérêt et de paiement à performance de type paiement sur et pour services environnementaux. Le Burundi lance donc un appel aux agences des Nations Unies et aux institutions financières internationales afin de concevoir ce type de mécanismes financiers innovants tels que des obligations de performance forestière, FPB, adaptées au contexte régional et niveau de risque perçu par les marchés des capitaux. Ces mécanismes doivent combiner les mécanismes de marché des obligations vertes avec des garanties financières de grande envergure et des modèles de paiement basés sur les résultats qui s'inscrivent dans le cadre fixé par UNFCCC. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer nos remerciements à tous les organisateurs de la COP27 et du pays hôte, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué pour la réussite de cette conférence qui se tient sur le sol africain. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie, Excellence, pour votre déclaration. J'ai à présent le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur Georgi Radev, président de la Bulgarie. Vous avez la parole. Sorry, I apologize for... Je m'excuse, dit le président. Je souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur Assoumani Azali, président des Comores. Vous avez la parole, Excellence. Excellences, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et chers frères, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Majesté, Excellence, Altesse, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour moi et ma délégation de prendre part à cette importante rencontre que constitue la COP27 dans cette belle, magnifique station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Je voudrais tout d'abord relever nos sincères remerciements à mon frère, Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour l'accueil fraternel et chaleureux
ainsi que l'hospitalité qui nous sont réservées à chaque fois que nous foulons le sol de ce grand et beau pays frère. J'adresse également nos remerciements les plus sincères au secrétaire général de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour la bonne organisation logistique de cette conférence. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en l'entame de mon propos de citer feu le président de la République française, Jacques Chirac, paix à son âme, qui disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était en septembre 2002, à l'occasion du sommet de la Terre à Johannesburg, en République d'Afrique du Sud. 20 ans après, ce cri d'alarme garde toujours toute sa pertinence. En effet, la COP27 de cette année se déroule dans un contexte de crise mondiale notoire qui demande naturellement une détermination et un engagement collectif encore plus fort pour pouvoir y faire face. Les effets entraînés par la crise sanitaire liée à la pandémie de 2019 et la guerre en Ukraine ont fait grimper les prix des denrées de première nécessité, à savoir les denrées alimentaires, l'énergie à des niveaux sans précédent, susceptibles d'entraîner une crise alimentaire internationale. Entre-temps, des phénomènes climatiques et météorologiques alimentent et perturbent généralisés partout dans le monde avec des niveaux records de pluie, de chaleur, de sécheresse, d'incendies et de tempêtes. Le continent asiatique est confronté à des phénomènes climatiques catastrophiques, illustrés par la plus récente catastrophe qui a durement frappé notre pays ami, le Pakistan. Les inondations et les tempêtes en Afrique, au cours du premier semestre 2002, ont entraîné la perte de centaines de personnes et gravement perturbé l'activité économique, et des millions de personnes souffrent de la faim dans le corps de l'Afrique à cause d'une forte sécheresse. L'Europe aussi est également confrontée à la pire sécheresse de ces dernières années, ainsi qu'à des vagues de chaleur torrides, et l'Amérique aussi est confrontée à de violentes néfastes, à de violentes tornades et autres inondations aux conséquences désastreuses. J'adresse ma compassion à tous ces pays frères et amis frappés par ces catastrophes et confrontés aux effets néfastes des changements climatiques. Il est important de souligner qu'au niveau des États insulaires en développement, ces phénomènes climatiques et météorologiques sévères menacent l'existence même de nos pays et freinent leur développement économique ainsi que l'épanouissement de nos populations. Je citerai par exemple le cyclone Kinette qui a frappé toute notre région et dévasté les Comores en avril 2019, causant des pertes humaines, des centaines de blessés, des sinistrés, des masses de dégâts matériels, des dommages que nous sommes toujours en train de réparer depuis plus de 3 ans. Il est ainsi urgent de mener une action collective, mondiale, coordonnée, qui pourrait aider à relever ces plus grands défis auxquels l'humanité fait face. Honorable assistance, nous savons à quel point notre planète souffre du fait du dérèglement climatique. Aussi, cette COP27 doit être l'occasion pour nous de franchir un nouveau palier dans la mise en œuvre effective de l'action climatique internationale et notamment en soutenant toute initiative qui nous permettra de passer enfin de l'ambition à l'action. Lors de la COP26 à Glasgow en 2021, l'une des principales questions était centrée sur la manière dont les pays répondraient aux besoins de financement pour faire face aux impacts du changement climatique qui sont si graves et que les communautés
sont tous incapables de s'y adapter. Il a donc été question de créer un mécanisme de financement pour faire face aux pertes et dommages. Dans le cadre de la Convention, nous devons prolonger, voire même consolider la dynamique engagée lors de cette COP. Ainsi, j'ose espérer plus d'engagement et de solidarité afin de parvenir à des avancées beaucoup plus significatives et notamment la création d'un financement supplémentaire dédié à ces pertes et dommages. Mais comme nous le savons tous, nous ne pouvons pas faire face au défi du changement climatique sans les mesures d'adaptation, d'atténuation nécessaires, d'où la nécessité de se concentrer sur l'identification claire et rapide des priorités mondiales dans ce domaine. C'est enfin en renforçant de toute urgence la mise en œuvre des mesures d'atténuation au cours de cette décennie que nous parviendrons à maintenir l'objectif de 1,5 degré. S'agissant plus particulièrement de mon pays, l'Union de Comores, des initiatives ont été prises pour que le pays reste un puits à carbone. C'est dans ce sens que nous avons l'ambition de faire de l'exploitation des immenses potentialités dont dispose le pays, notamment le photovoltaïque, la géothermie, l'hydraulique et l'éolienne, une de nos priorités. Des projets photovoltaïques ont été réalisés et des pourparlers sont d'ailleurs en cours pour un lancement imminent d'un projet de développement de la géothermie. Nous avons également adopté une politique de reboisement de masse intitulée « Un Comorien, un arbre » à travers des campagnes et développer des aires protégées pour couvrir jusqu'à plus de 50% de la superficie nationale tout en reboisant également les bassins versants. Honorable assistance, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler que pour que notre combat contre le dérèglement climatique aboutisse, nous devons faire en sorte que l'adaptation devienne une réalité. Les pays développés doivent faire des progrès mesurables dans la fourniture de 100 millions de dollars par an prévus dans l'accord de Paris, sachant qu'actuellement, la somme réelle versée est inférieure à 50%. Dans ce contexte, mon pays souhaite appuyer les revendications légitimes du groupe africain et des pays insulaires en développement en faveur du doublement du financement de l'adaptation d'ici 2025. Nous devons enfin garder à l'esprit que le renforcement des capacités continue d'être un pilier important de la mise en œuvre de l'accord de Paris et je souhaite une très bonne réussite à notre pays frère, les Émirats arabes unis, pour l'organisation de la COP 28, et je vous remercie. Thank you, Je vous remercie, Excellence, pour votre déclaration. J'ai à présent le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Roumen Georgiev Radev, président de la Bulgarie. Excellence, je vous en prie. Excellencies. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement le président El-Sisi pour l'excellente organisation de cette conférence et sa chaleureuse hospitalité. Je remercie le président Choukri pour ce dialogue constructif. La COP27 se tient à un moment dramatique, caractérisé par un environnement sécuritaire qui s'est dégradé et des problèmes géopolitiques accrus en raison de la guerre en Ukraine et des crises énergiques, économiques et sociales majeures. Toutefois, nous ne devons pas permettre que toutes ces crises mettent à mal notre détermination concertée de combattre le changement climatique, plus particulièrement compte tenu
des nombreuses catastrophes climatiques sans précédent qui nous ont frappés récemment. Les sources scientifiques les plus fiables indiquent clairement que le développement climato-résilient est mis en péril par les niveaux du réchauffement planétaire actuel. Nous devons conjuguer nos efforts et utiliser le temps qu'il nous reste pour empêcher les pires effets du changement climatique. Le changement climatique est une menace mondiale et seule une intervention mondiale pourra y faire face. La Bulgarie est fortement attachée aux objectifs de l'accord de Paris. Aux côtés des autres États membres de l'Union européenne, mon pays atteindra l'objectif de la neutralité climatique d'ici à 2050. Les émissions de gaz à effet de serre de la Bulgarie ont baissé de 57% en 2020 par rapport à l'année de référence. Nous avons dépassé notre cible nationale sur la proportion de l'énergie tirée des sources renouvelables dont la consommation énergétique finale et totale de 7%. Et ces énergies renouvelables représentent 23% de notre énergie en 2020. La diversification de l'approvisionnement énergétique est cruciale. Mon pays a déjà redoublé d'efforts pour assurer une meilleure interconnectivité avec les États voisins. L'interconnecteur Grèce-Bulgarie, qui a été inauguré en octobre de cette année, renforce sensiblement la sécurité de l'approvisionnement en gaz, non seulement pour la Bulgarie, mais pour l'ensemble de la région de l'Europe du Sud-Est et au-delà. Pour assurer une transition juste, nous devons également promouvoir de meilleures technologies et une innovation systémique dans tous les secteurs. La Bulgarie va continuer de développer les énergies renouvelables, les solutions d'hydrogène vert, l'économie d'énergie et les technologies de stockage d'énergie et miser sur ces atouts. Accroître le niveau d'ambition mondiale en ce qui concerne l'atténuation ne suffit pas. Le programme de travail sur l'atténuation est un instrument permettant de s'attaquer aux lacunes qui demeurent en termes d'ambition et d'application grâce à une action rehaussée de toutes les parties prenantes et grâce à la révision de nos cibles et à une transition vers des cibles à l'échelle de toute l'économie. Nous devons élargir et renforcer le programme d'adaptation ainsi que le programme de travail Glasgow-Sharm el-Sheikh sur l'objectif mondial en matière d'adaptation. Ce programme mondial devrait nous permettre de renforcer les activités en matière d'adaptation. La transition vers une économie sobre en carbone, verte et efficiente du point de vue d'utilisation des ressources requiert une coordination significative entre les politiques, les investissements, le domaine scientifique et le secteur public. Une transformation générale n'est possible que si l'on associe à ce processus les secteurs privés et financiers. Cette transformation générale devrait nous donner une vraie occasion d'assurer le développement durable. Enfin, étant donné notre détermination de promouvoir le programme climatique dans notre région et de façon plus globale, nous avons déjà fait part de notre volonté d'accueillir la COP29. Nous prendrons langue avec nos partenaires afin de mettre sur pied une proposition argumentée à cette fin. Je vous remercie. Je vous remercie, Excellence, pour votre déclaration. J'ai à présent le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Mohamed Menfi, président de la Libye. Excellence, vous avez la parole. السيد الرئيس Monsieur le Président, Majesté, Mesdames et Messieurs, j'aimerais remercier chaleureusement Son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi de la République arabe d'Égypte pour l'excellente organisation de cette conférence et pour toute son hospitalité en Égypte. L'Égypte accueille la COP27 alors que le monde recule, est en proie à des divisions
tandis que les risques environnementaux nous rappellent que l'humanité est confrontée à des défis communs qui requièrent de laisser de côté nos divergences de vues et d'agir à l'unisson pour sauver des vies sur la planète Terre. Mesdames et messieurs, en dépit de la crise politique que traverse la Libye et qui requiert des efforts internes intensifs ainsi que beaucoup de travail au plan national, nous devons assumer notre rôle au niveau mondial. Le Conseil présidentiel libyen agit dans le cadre de l'environnement et du climat, des migrations et de l'économie, de la paix et de la sécurité, et envoie un message au monde entier quant au monde que nous souhaitons bâtir dans le cadre d'un État civil, d'un État-providence qui serait ouvert au monde et qui serait attaché aux traités et aux instruments internationaux, dont les instruments et traités liés au climat. Le Conseil présidentiel libyen prend part aux activités au titre de ces instruments depuis 2 ans. Nous sommes bien conscients du risque du changement climatique et nous devons donc mieux comprendre la situation afin d'établir des liens concrets avec les défis culturels, économiques et existentiels qui se posent. Le changement climatique porte atteinte aux possibilités de développement et d'investissement et réduit la croissance économique, surtout dans les pays en développement qui se fondent sur des rentes ou la production agricole, et ce, en raison de leur difficulté à compenser les pertes des ressources naturelles causées par le changement climatique. Mesdames et messieurs, contrairement à ce que beaucoup croient, la Libye est l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. De faibles précipitations, des ressources hydriques en eau réduites ces dernières années ont conduit à des sécheresses majeures qui s'accélèrent aujourd'hui parce que les sols sont plus salins et secs et que la couche supérieure du sol se détériore. Par ailleurs, les eaux de surface s'évaporent en raison de températures toujours plus élevées et de la désertification. Par ailleurs, le couvert végétal recule, ce qui a un impact sur les activités pastorales et sur la production alimentaire d'un point de vue qualitatif et quantitatif. La Libye est également l'un des pays les plus menacés par l'élévation du niveau de la mer. En effet, nous avons la plus longue ligne de côte de la mer Méditerranée, plus de 1770 km. Et plus de 95% de la population libyenne habite dans cette zone. En dépit de la transition politique en cours en Libye, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons créé le Comité national pour le changement climatique et sensibilisé à la nécessité de coopérer davantage avec la communauté internationale.